Yannis Thiomis, architecte, travaille entre Paris et Athènes et a réalisé de nombreux ouvrages en France et en Grèce. L'Académie musicale de Villecroze pour la Fondation Schlumberger, l'aménagement du site archéologique de l'Agora d'Athènes et un projet d'aménagement du quartier historique de Monastiraki à Athènes. Il avait été auparavant consultant pour l'aide à l'autoconstruction au Brésil. Brasilia, c'est peut-être de l'imaginaire matérialisé, avec tout ce qu'il y a de difficile et de tout ce qu'il y a de prometteur aussi. De toute manière, la nouveauté de Brasilia n'est pas dans ces éléments un par un, pris un par un, mais c'est la nouveauté, elle est dans l'assemblage de ces éléments par ses créateurs, aussi bien la création politique de Juscelino Kubitschek que la création urbaine ou architecturale d'un Lúcio Costa ou d'un Oscar Niemeyer. À pays neuf, capitale neuve. Et l'idée d'une capitale bâtie au cœur du pays, en relation naturelle avec les autres régions, a surgi dans l'esprit de ceux qui veulent faire du Brésil un pays neuf. Ainsi est né Brasilia. En 1956, Juscelino Kubitschek, président de la République, lance un concours pour la création de Brasilia. Le projet de l'urbaniste Lúcio Costa, intitulé Plan pilote, est retenu. Il demande à son ami Oscar Niemeyer, architecte, de réaliser les principaux bâtiments. Il faut se rendre compte de cette prodigieuse énergie qui fait que le concours pour Brasilia, il est lancé en septembre 1956 et l'inauguration de Brasilia a lieu le 21 avril 1960. En même pas 4 années, 3 années et quelques mois pour partir du zéro et arriver à l'inauguration de la capitale. C'est un événement extraordinaire pour la vie d'un architecte qui découvre, au fond, que une ville peut être non seulement imaginée comme une forme plastique superbe, mais peut être aussi réalisée, ex nihilo. Quand Lúcio Costa, dans son rapport pour ce concours, décrit son projet, il le décrit comme un geste primaire, premier, qui est la croix. Une croix, un point zéro donc. Et ensuite d'une forme qui, elle aussi, on peut dire qu'elle est primaire, elle est presque platonicienne, qui est le triangle. Ma deuxième décision, c'est Lúcio Costa qui parle, c'est de m'ancrer dans la topographie. C'est pour ça que un des côtés du triangle s'infléchit. Le dessin même de Brasilia, c'est un emblème, c'est un dessin clair, simple, et qui par là peut convaincre de l'évidence. Et cette évidence, on la sent aussi sur place. Hein? On prend une voiture, on vous dit vous allez à NQ12, appartement 102, et ça c'est une adresse. C'est le comble du modernisme pour l'époque. Rien ne nous rattache au passé, tout nous emmène vers l'avenir. Tout au long donc de l'axe nord-sud, vont s'établir les habitations. Et l'axe est-ouest, qui s'appellera axe monumental, va accueillir les différentes fonctions publiques de la ville. Tout Brasilia exprime, par sa monumentalité, la nouvelle respectabilité que Juscelino Kubitschek a voulu pour le Brésil à travers la construction de cette capitale et à travers cette œuvre unique qui constitue la place des trois pouvoirs et le Congrès.
chaque fois que je regarde le Sénat, l'Assemblée, la place des trois pouvoirs, au-delà de toute autre considération critique, etc., il n'y a qu'un mot qui me vient dans l'esprit, c'est le mot classique. C'est-à-dire, au-delà même de la beauté, parce que c'est beau, il n'y a rien à dire, c'est beau. Et en même temps, c'est classique, c'est-à-dire, on a le sentiment que ça ne va jamais vieillir et que c'est un moment de l'histoire de l'architecture important. Et en même temps, c'est ce plaisir esthétique immense qu'on a en regardant ces courbes dont Niemeyer, par métaphore, a parlé des courbes de femmes avec la sensualité, etc. Mais je pense que plus que ça, c'est la pureté de ces lignes qui se profilent dans le ciel. Il n'y a rien à dire, c'est beau. À droite et à gauche de l'axe monumental viennent se situer les différents ministères qui sont œuvres aussi de Oscar Niemeyer. Mais ce qui est étrange, c'est que quand il dessine ces ministères identiques, toutes, les relations extérieures, ils disent non, nous ne voulons pas avoir un ministère comme les autres. Et il dessine un ministère particulier et qui sera l'Itamarati. C'est une déclinaison du temple grec. C'est deux dalles qui sont en rapport entre elles avec une colonnade, des colonnes, hein, comme le temple grec, qui lui manquerait le fronton et bien sûr un dieu dedans. Toute je dirais, l'ingéniosité de Oscar Niemeyer consiste à trouver des formes différentes de colonnes, donc. Et on peut dire aussi que ces bâtiments, ce n'est pas seulement l'histoire de formes de colonnes et de leur déclinaison, mais c'est l'histoire aussi des boîtes. Au fond, c'est comme si on avait une dalle en haut, une dalle en bas détachée du sol, et la boîte au milieu, mais qui n'arrive pas en haut, au moins au point de vue de la vision. D'autant plus qu'à Itamaraty, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, cette dalle en haut est percée et laisse rentrer la lumière, et c'est là où Burle Marx, d'ailleurs, le grand paysagiste, dessine un très très beau jardin. À la fin de l'esplanade des ministères, il y a une autre œuvre majeure de Oscar Niemeyer, qui est la cathédrale.
Cette cathédrale, c'est aussi l'anticathédrale. D'abord, elle est ronde et elle baigne dans la lumière. Au fond, c'est une maison de verre qui nie, d'une certaine manière, la tradition mystique de la cathédrale. La cathédrale, elle est constituée de 16 arceaux incurvés vers l'extérieur qui se réunissent par un anneau. Ce qui est intéressant au niveau de cette structure, c'est qu'elle est aussi bien moderne, mais en même temps, on pourrait voir une référence à l'architecture dite primitive des Indiens, qui sont les premiers habitants de ce pays, parce que les arceaux se détachent, puis ils sont comme des morceaux de bois réunis avec une ficelle, avec une liane, avant de descendre vers le sol. C'est la petite église, comme on l'appelle, Igrezinha. C'est une église qui a été construite par Oscar Niemeyer sur la demande de la femme de Jocelyne Kubitschek. Et c'est un joyau, parce qu'on se rend compte que la petite échelle, la toute petite échelle, n'est jamais une contrainte pour faire une grande œuvre d'architecture. Et je pense que c'est une grande œuvre d'architecture. Si on la compare avec la cathédrale, on voit que Niemeyer maîtrise aussi bien la petite échelle que la grande échelle, et ce n'est pas donné à tout architecte, cela. Il y a une deuxième chose ici qui est très très belle, qui est la manière dont la couverture recouvre justement le lieu du culte. C'est une dalle en béton que Niemeyer a comparée à la coiffe d'une nonne. Il joue avec l'espace extérieur et l'espace intérieur une ambiguïté. On ne sait pas trop si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand on voit des œuvres comme ça, c'est un petit geste, c'est une petite chose. Et en même temps, c'est une grande chose, et aussi importante peut-être dans le dessin que la place des trois pouvoirs. Eh ben, on se sent un peu jaloux de ne pas avoir fait ça. Des œuvres comme ça inspirent l'architecte. Le système que Lúcio Costa a établi pour les habitations au long de l'axe nord-sud, sur deux quartiers entre guillemets immenses de 8 km de long, quartier nord et quartier sud, c'est un système qui est basé sur une unité qui s'appelle Superquadras. C'est un système qu'on peut dire rigide. Tous les 4 Superquadras, nous avons un centre commercial, un petit centre commercial. C'est d'ailleurs le seul endroit où on a une impression d'une rue. Une rue traditionnelle avec des arcades et avec des petits commerces. Et qui est une grande opposition par rapport à la structure générale de la ville, hein, où on ne peut pas se déplacer sans voiture. Tandis que là, effectivement, ce petit centre commercial, c'est fait pour des gens qui sortent de chez eux pour aller acheter les marchandises de première nécessité. Et puis, tous les 4 Superquadras, nous avons un espace commun où il y a les équipements culturels, l'église, l'école, etc. Et en même temps, des jardins ou des aires de sport plus conséquents. C'est ce système qui est répété tout au long de ces axes nord-sud et qui donne cette impression de répétitivité
en fait, un peu lassante. Dans l'esprit de Lúcio Costa, il n'y a pas seulement un projet urbain ou un projet architectural, il y a aussi un projet de vie. Et dans ce sens-là, il imagine que chaque quartier ou unité de quartier, etc., c'est le lieu où les gens se connaissent, se rencontrent, développent des relations sociales, etc. Nous sommes au cœur d'un quartier de Brasilia, le premier d'ailleurs, qui a été construit par Oscar Niemeyer. Et en fait, 4 quartiers font ce qu'on appelait la superquadra, un super quartier. Ça peut nous paraître aujourd'hui une architecture, je dirais, de grand ensemble. Et d'une certaine manière, ça l'est. En même temps, la modernité vieillit. C'est-à-dire, à l'époque, on considérait que c'était le nec plus ultra de la modernité, ce type de façade très rythmée, très modulée, presque préfabriquée. Il ne faut pas oublier aussi que particulièrement ce quartier a été construit pour les fonctionnaires de Brasilia. C'était un quartier, et c'est toujours un quartier entièrement habité par des fonctionnaires. Ce qui frappe à Brasilia, c'est sûrement cette immensité, ce grand vide qui, quand on le regarde en plan, il est tout à fait intelligible parce que c'est la forme d'avion, l'axe monumental, il y a une lisibilité en plan qui n'existe pas, bien sûr, quand on est in situ. À la rencontre des deux axes, de l'axe nord-sud, est-ouest, vont s'établir les équipements et les zones fonctionnelles de la ville. La rodoviaria, la gare routière, c'est le cœur de la ville. C'est la volonté de Lúcio Costa de marquer le point de rencontre des deux axes par la présence des gens. C'est ici que partent les bus pour aller vers les villes satellites et emmener le matin les personnes qui travaillent à Brasilia. C'est en même temps le lieu de discrimination, puisque Brasilia, plan pilote, c'est là où habitent les classes aisées et les fonctionnaires, et autour, les villes satellites où habitent les classes populaires. Je pense que le problème, c'est les villes satellites elles-mêmes. C'est-à-dire le fait qu'on a un territoire qui est, lui, neutralisé, sacré, et en même temps sacré mondialement,
Et puis une zone aseptisée autour, et puis les villes satellites qui l'enserrent pour la servir. Brasilia, autour de 700 000 habitants aujourd'hui, est une sorte de réserve pour fonctionnaires quand le peuple habite les 19 villes satellites éloignées du centre, entre 10 et 40 kilomètres. C'est ce rapport entre ce qui est sacré et la poubelle de notre côté qui pose un vrai problème. Super rápido! Super rápido! A maior loja e o menor preço sempre com você! Financiamos a sua obra pela Caixa Econômica Federal! Super rápido! Super rápido! A maior loja e o menor preço! Super rápido! Il y a des villes satellites qui sont venues s'ajouter au fil du temps et qui ont été officialisées. Et ensuite, il y a eu extension de ces villes satellites par des occupations plus ou moins légales, des évasions, comme ici, où nous sommes, qui se trouvent à 15 km de Brasilia. C'est des bidonvilles, mais des bidonvilles consolidés, et qui ont une caractéristique particulière, une contradiction incroyable qui est entre l'illégal, tous ces gens ici sont des occupants illégaux, et en même temps une acceptation de cette illégalité par l'État lui-même, puisqu'il installe l'électricité, l'eau, tous les réseaux. Alors c'est comme si c'était une occupation illégale régulée, tolérée et même incitée parfois pour des raisons politiques et électorales. Et c'est cette contradiction que Brasilia a générée et doit assumer. Quand on regarde tout ça et on voit comment ça a poussé en quelques années, ici il faut voir qu'en 3 ans, 50 000 personnes qui s'installent venant du Nord-Est, des États les plus pauvres du Nord-Est. C'est pas du tout impossible que dans quelques années, ce lieu qui est comme une poubelle aujourd'hui devienne une ville goudronnée, avec des rues goudronnées, des arbres, etc. Et à ce moment-là, le foncier va monter et puis ces gens-là n'auront qu'à partir. On se demande toujours comment la ville se fait, comment commence une ville. Et bien voilà, commence comme ça, peut-être même Athènes antique a commencé comme ça. Sauf Brasilia, c'est là l'exception. On voit au fond que la ville se fait dans le temps et Brasilia s'est fait dans un instant. C'est curieux aussi de voir toutes ces protections. Déjà, les pauvres se protègent des pauvres.